Pikachu, Dracofeu, les cartes à collectionner, l'animé, les peluches, les jouets, les jeux vidéo. Elle est devenue la licence la plus puissante de tous les temps. Elle a su traverser les générations et continue de nous émerveiller aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous invite aussi à activer la petite cloche, c'est super important. Et il est temps pour moi de vous raconter la légendaire histoire de Pokémon. Pour vous remettre dans le contexte, nous sommes dans les années 70 au Japon. Le Japon ne s'est pas encore industrialisé, en tout cas comme aujourd'hui. Il n'y a pas encore de grands buildings de partout, mais du coup, ça laisse place à la nature. Et c'est à Mashida, dans la préfecture de Tokyo, qu'on retrouve cet enfant passionné par les insectes. Satoshi Tajiri, c'est un jeune garçon qui chasse, qui capture et qui collectionne les insectes. Alors, même si au Japon, les insectes, c'est vraiment ancré dans la culture, lui, franchement, il en abuse. Il est beaucoup trop passionné, il va jusqu'à noter les détails de chaque insecte. Vraiment, sa collection, c'est ce qu'il aime le plus au monde. À l'école, ses potes le surnomment Professeur Insecte. Et cette passion, elle va le construire. Mais fin des années 70, début des années 80, le Japon se modernise, la population augmente, et naturellement, de construction en construction, la nature présente autour des villes recule de plus en plus. Par exemple, pour l'anecdote, Satoshi, il chassait donc des insectes et il allait pêcher, notamment des têtards, dans une mare. Eh bien la mare dans laquelle il pêchait est devenue un centre d'arcade. Satoshi grandit, il est maintenant adolescent, et comme la plupart des adolescents et des adolescentes japonais et japonaises, il découvre les jeux vidéo. Et il en fait, bien sûr, sa nouvelle grande passion. Et comme pour les insectes, Satoshi Tajiri, quand il est passionné sans limite. Il se rend par exemple directement chez les éditeurs, donc ceux qui vont récupérer les jeux auprès des studios, et qui vont ensuite les éditer et les diffuser dans le pays. Satoshi se rend directement dans leur salle d'arcade pour tester les jeux à l'avance, avant qu'ils soient édités dans tout le pays. Il va tellement souvent dans les salles d'arcade qu'une fois une salle lui a offert une machine Space Invaders. Mais la raison pour laquelle Satoshi passe beaucoup de temps dans les salles d'arcade, c'est pour y dénicher les easter eggs et les secrets cachés des jeux vidéo. À 17 ans, Satoshi Tajiri se trouve une nouvelle passion, le journalisme, et en tant que très jeune journaliste, il va monter un fanzine. Un fanzine, c'est un magazine qui n'est pas professionnel. Donc voilà, c'est publié de manière artisanale. Et ce magazine, il va référencer tous les petits trucs cachés dans les jeux vidéo, ces fameux secrets, bugs et easter eggs qu'il déniche dans les salles d'arcade. Dans ce fanzine, il va bien évidemment critiquer des jeux, il va lister les jeux vidéo qui se sont le plus vendus, il va donner des astuces pour exploiter les bugs, il va, par exemple, rédiger un article sur comment marquer 10 millions de points à Xevious. Et il va aussi déceler le vrai du faux des rumeurs qui tournent autour de ce jeu. Bref, un vrai magazine de jeux vidéo. Le premier numéro sort en mars 1983 et ce fanzine porte un nom, celui de Game Freak. Grâce à ce magazine amateur, Satoshi se construit un véritable réseau de fans. Des fans de jeux vidéo, mais aussi d'easter eggs et de secrets cachés. Et parmi ces fans, il y a un gars qui s'appelle Ken Sugimori, qu'il va recruter dans son équipe en tant que dessinateur. Et Ken Sugimori, il va vraiment apporter une plus-value au fanzine Game Freak, puisque désormais, les articles vont pouvoir être illustrés. D'article en article, Satoshi Tajiri devient un véritable expert dans le jeu vidéo. Il est reconnu pour ça et il a surtout la réputation d'être un véritable passionné. Il va jusqu'à collectionner les cartes mères des anciens jeux vidéo pour pouvoir y jouer, même lorsque les jeux ne seront plus disponibles dans les salles d'arcade. Satoshi participe à la rédaction d'articles de presse, on l'entend aussi à la radio, on le voit aussi apparaître à la télé pour souvent promouvoir des jeux. Bref, c'est un youtubeur quoi. Même après que le dernier numéro de Game Freak soit sorti, il continue de repérer les bugs mais aussi les petits soucis qui le frustrent dans les jeux vidéo. Par exemple, dans Dragon Quest 2, que les jeunes japonais et japonaises raccourcissaient en Dragque, il y avait un item, un chapeau, qui était hyper difficile à obtenir, puisqu'il n'y avait qu'une chance sur 128 de drop ce chapeau. Et le truc c'est qu'un collègue de Satoshi, il a réussi à avoir ce chapeau. Il a même réussi à l'avoir en double. Frérot, il a réussi à en avoir deux, partage. Mais enfin bref, même s'il avait vraiment envie de transférer son chapeau à Satoshi, c'était impossible. Et Satoshi trouve ça trop con que son collègue ne puisse pas lui filer. Et donc, plutôt que de continuer à être frustré, Satoshi et son acolyte Ken prennent la décision d'apprendre à programmer des jeux vidéo. Ils vont mettre 3 bonnes années à apprendre et à comprendre la programmation, et l'objectif, c'est de faire du fanzine Game Freak un véritable studio de jeux vidéo. Dans ce studio, on retrouve donc Satoshi Tajiri qui en est le directeur, Ken Sugimori qui s'occupera du design, Junichi Masuda, un compositeur de musique, et il y en aura d'autres comme Shigeki Morimoto qui est aussi un designer et un programmeur. Game Freak, c'est une toute petite équipe qui pour le moment n'est pas très professionnelle. Pour vous démontrer un petit peu leur manque de professionnalisme dans le domaine du jeu vidéo, chaque studio qui est déjà établi ont accès à une sorte de kit de développeur. Ce sont des outils et des lignes de code qui permettent de développer les jeux plus rapidement. Satoshi et son équipe n'ont pas du tout accès à ces kits là, mais c'est pas grave parce
parce qu'ils sont peut-être pas professionnels, mais ils sont malins. Au milieu des années 80, Nintendo sort un logiciel qui est utilisable sur la Famicom, leur console actuelle, et ce logiciel c'est Family Basic. C'est tout simplement un outil qui va permettre à des développeurs de développer leurs jeux vidéo directement sur la console Famicom. Bon Satoshi et Ken, ils vont pas vraiment développer des jeux vidéo, mais ils vont entrer dans la Famicom, ils vont en quelque sorte hacker la console pour comprendre comment elle fonctionne, et à côté, Satoshi, il va créer lui-même son propre matériel de programmation, vraiment un truc de pirate quoi. Et avec ces outils, ils développent leur premier jeu vidéo, Quinty, qu'ils terminent en 1989. Là on peut officiellement dire que le studio Game Freak est né. Mais la petite équipe va très vite se rendre compte que les éditeurs de jeux vidéo ne veulent surtout pas prendre le risque d'éditer un studio amateur, et qui en plus a programmé son jeu de manière officieuse. Satoshi, bien sûr, il va insister auprès des éditeurs japonais. Tous les éditeurs refusent d'éditer Quinty, jusqu'à ce que l'éditeur Namco, qui avait distribué Xevious, accepte de l'éditer, mais seulement au Japon, pas aux États-Unis. Le Japon, c'est déjà pas mal, mais Satoshi, bien évidemment, il veut que son jeu vidéo soit joué par le plus grand nombre. Il va donc lui-même se rendre aux États-Unis, louer une voiture pour rouler sur toute la côte, et il va aller à la rencontre et essayer de convaincre chaque éditeur un par un. Vraiment, il lâche pas le morceau jusqu'à en trouver un qui accepte et qui va éditer le jeu Quinty sous un autre nom, Mendel Palace, en version américaine. Le premier jeu du studio Game Freak sort aux États-Unis. Ils vendent plus de 60 000 cartouches sur le territoire américain, ce qui va rapporter au studio plusieurs centaines de milliers d'euros. Et pour un premier jeu, c'est un joli succès. Mais au-delà de l'argent, ce premier jeu, Quinty, va ouvrir des portes auprès des éditeurs comme Sega, mais surtout auprès de l'un des éditeurs de jeux vidéo les plus importants du monde. Game Freak va signer quelques jeux vidéo pour le compte de Nintendo, et durant cette étape de la vie de Game Freak, Satoshi va naturellement se rapprocher d'un monsieur très important dans le domaine du jeu vidéo. Son nom c'est Shigeru Miyamoto et c'est le co-créateur de Donkey Kong, Zelda ou encore Mario. Donc ouais, personnage plutôt important, tout comme Gunpei Yokoi, qui n'est autre que le créateur de la console portable la plus populaire du moment. Puisqu'à ce moment-là, dans les années 90, nous sommes dans l'ère Game Boy. Et ce qui est super intéressant avec cette console portable, c'est que Nintendo a fait en sorte que ses joueurs sur Game Boy puissent s'affronter. Par exemple, ils pourront s'affronter à Tetris. Et ça, c'est désormais possible grâce au câble Link de Nintendo. Alors cet objet, vous devez sûrement le connaître, mais sachez en tout cas que lorsqu'il est sorti, il a marqué Satoshi Tajiri, puisque lui, il y voit un problème résolu. On peut enfin transférer des items de cartouche à cartouche. Le fameux chapeau de Dragon Quest 2, vous vous en souvenez? Là maintenant, il pourrait être transféré. Et ça, pour Satoshi, c'est une super bonne nouvelle, puisque ça va parfaitement avec une idée qu'il a en tête depuis des années. Depuis quelque temps, Satoshi Tajiri, directeur du studio Game Freak, travaille dans sa tête un RPG, un genre de jeu vidéo plutôt vaste, avec un scénario complexe et à travers lequel on incarne un ou plusieurs personnages. Mais le sien, il serait avec des animaux. Et il a déjà un nom de projet, Capsule Monster. Alors l'idée de Capsule Monster, c'est d'explorer, de capturer et d'échanger des insectes de Game Boy en Game Boy afin de compléter une collection, un petit peu comme les gachapon. Les gachapon, c'est ces petites capsules de machines à jouer japonais. Bon voilà, c'est le postulat de base de Satoshi. Et cette idée, il va la proposer à Nintendo pour la première fois en 90. Nintendo, qui connaît maintenant pas mal Satoshi, il valide le projet, mais ils vont pas non plus en faire une priorité. Tout simplement parce que le concept est trop flou, et puis pour eux c'est difficile de vendre un concept aussi complexe. Il y a des animaux, des capsules, des insectes, tout ça, flemme. Mais ils font confiance à Satoshi, et pour chapeauter un petit peu cette idée embryonnaire, Nintendo va placer Shigeru Miyamoto, donc le co-créateur de Mario, sur le projet Capsule Monster. Mais le souci numéro 1, c'est que Shigeru Miyamoto, il aime pas les RPG. Et deuxième souci, il est déjà sur un autre projet. Donc en bref, ils ont le go de Nintendo, mais ils ont pas vraiment d'appui ni trop d'attention. C'est pas grave, Game Freak commence à conceptualiser le jeu. Ça prend du temps, beaucoup de temps. Et le truc, c'est que pendant la conceptualisation du jeu, faut bien que le studio vive. Alors ils travaillent à côté sur d'autres projets, des trucs un petit peu plus alimentaires. Ils font des jeux pour Sony, comme Smart Ball, qui est un copier-coller de Mario. Pour Nintendo, ils vont aussi réaliser le jeu Mario & Wario, ou encore le jeu Yoshi. Pour Sega, ils vont adapter un manga qui était sorti dans le Weekly Shonen Jump, le fameux magazine qui aujourd'hui prépublie One Piece, My Hero, etc. Bref, ils vont adapter en jeu vidéo le manga Talulu, le magicien. Ils travaillent sur ces jeux tout en avançant le projet Capsule Monster, qui impose bien évidemment plusieurs challenges. Satoshi, dans son jeu d'animaux, il a environ une centaine de monstres à intégrer. Le truc, c'est que les cartouches de Game Boy, c'est très limité. Donc pour vous donner un exemple, dans son jeu actuellement, après avoir capturé et collectionné 20 monstres, la mémoire était saturée, impossible de continuer de jouer. Et vous vous en doutez, Satoshi va en faire bien plus que 20 de monstres. En plus de cela, il travaillait sur des vieux ordinateurs Unix. Je vous rappelle, on est dans les années 90. Et le souci de ces ordinateurs, c'est que ça pouvait crash à tout moment. Et c'est arrivé pas mal de fois, notamment une fois où tous les monstres de Capsule Monster qui avaient été créés ont
ont totalement été effacés. Plus de ligne de code sur ces monstres et plus aucune ligne de code, notamment pour le personnage principal. Heureusement, ils ont réussi à tout récupérer, mais tout ça fait prendre du retard. Et qui dit retard dit perte d'argent, perte de motivation, donc certains membres de l'équipe quittent le navire, voyant aussi que le projet commence à être impossible à réaliser. Pendant 2 ans, ça va être un enfer et Game Freak n'a pas le choix. Ils vont aller auprès de Nintendo, ils vont insister pour que l'éditeur puisse leur permettre d'avoir des cartouches plus grandes en termes d'espace, avec plus de mémoire. Et Nintendo finit par céder, même si la production coûtera plus cher. Et alors là, avec des cartouches plus spacieuses, Game Freak se lâche. Et ils vont faire de ce projet Capsule Monster un RPG gigantesque. Chez Nintendo et aussi dans le milieu du jeu vidéo, ce RPG immense, il fait du bruit. Entre temps, il a changé de nom, c'est passé de Capsule Monster à Capumon pour finir en Pocket Monster. Et ce projet, il commence à prendre de plus en plus de temps et il commence surtout à coûter cher. Il va falloir à un moment le sortir. Et donc en 1994, le jeu sur lequel travaillait Miyamoto est maintenant fini et le papa de Mario va enfin pouvoir s'investir sur le projet Pocket Monster. Alors comme je vous ai dit, le projet commence à coûter de plus en plus cher, mais il continue d'exister grâce à un monsieur. Ce monsieur, c'est Tsunekazu Ishihara. Il est en quelque sorte le financier du projet Pocket Monster. Et en échange de ses finances, il va récupérer un tiers d'un potentiel merchandising. Vous savez, les peluches, les gobelets, les casquettes, etc. Alors évidemment, le jeu n'existe pas encore, mais en 94, nous sommes au stade où 150 monstres ont été créés pour le jeu vidéo. Donc lui, il se dit qu'il y aura sûrement de quoi faire du merchandising. D'ailleurs, petit aparté sur ce gars, mais Tsunekazu Ishihara, c'est un producteur de jeux vidéo, un game designer. Il s'y connaît vachement. C'est quelqu'un qui a toujours été derrière Satoshi, depuis même le premier jeu de Game Freak. Et il croit énormément au merchandising de ce projet Pocket Monster. D'ailleurs, le merchandising, c'est un truc nouveau dans le jeu vidéo. Alors même si certains l'avaient déjà un petit peu fait, en vrai, dans le domaine du jeu vidéo, c'était pas vraiment répandu. C'était plus connu du côté du cinéma, avec Star Wars par exemple. En tout cas, bonne nouvelle, on s'approche enfin du jeu final. Et vers la fin du développement du jeu, Game Freak corrige les bugs, nettoie le code, et en faisant ce travail-là, ils arrivent à libérer un tout petit peu d'espace sur la cartouche, mais vraiment un tout petit peu, mais qui reste quoi qu'il en soit trop peu pour en faire quoi que ce soit. Toutes les équipes se mettent d'accord pour ne plus rien rajouter. Cette version est la version finale, mais Satoshi demande à Shigeki Morimoto, le programmeur et designer des monstres, d'intégrer au jeu un 151e monstre. Parce que rappelez-vous, il adore les easter eggs et les secrets cachés dans les jeux vidéo, donc il fallait bien qu'il en cache un dans le sien. Game Freak a maintenant terminé le développement de leur jeu Pocket Monster, mais Miyamoto a le sentiment qu'il manque quelque chose. Il pense que l'idée de base de s'échanger des Pokémon de Game Boy à Game Boy a peut-être été trop mis de côté. Alors ce qu'il propose, pour que les joueurs et les joueuses aient le besoin de s'échanger des monstres, c'est de sortir 2 jeux, 2 cartouches différentes qui posséderont chacune des monstres différents. Et de cette manière, les joueurs et les joueuses de Pocket Monsters devront s'échanger des monstres à travers le câble Link afin de compléter leur collection. Un coup de génie. En février 1996, après 6 ans de conception, sort enfin au Japon Pocket Monster rouge et Pocket Monster vert. Le jeu sort donc sur la Game Boy. Alors oui, le jeu ressemble à ça. On est sur une console qui aujourd'hui se fait vieille, il y a très peu de détails, mais ce qui a été puissant avec cette Game Boy, c'est que en quelque sorte, grâce à ce manque de détails et grâce aussi au pixel art, le joueur ou la joueuse de Pocket Monster va pouvoir se projeter un meilleur jeu dans son imaginaire. Et ce qui va véritablement aider à transporter les joueurs et les joueuses, ce sera la musique. Une musique qui pour la Game Boy contenait un niveau de détail époustouflant, puisqu'il y avait une musique dédiée à chaque lieu du jeu Pocket Monster. Junichi Masuda, le compositeur de chez Game Freak, qui est là depuis le tout début, il a su être hyper créatif pour concevoir la musique du jeu, mais aussi sur tous les sons des monstres. Pour obtenir les cris des monstres de Pocket Monster, il est allé jusqu'à casser la carte son de la Game Boy pour obtenir ces bruits un petit peu bizarres. Et là, les joueurs et joueuses de Game Boy, ils écoutaient la musique et les sons des monstres. Alors qu'à cette époque, tout le monde avait l'habitude de baisser à fond le son de la Game Boy, parce qu'en fait, ça servait à rien. Et donc à sa sortie, le jeu plaît énormément, tout simplement parce que ça se ressent qu'il y a eu un véritable travail derrière. Et puis pour les jeunes joueurs et joueuses, c'est la découverte d'un concept fort. C'est un RPG dans lequel on peut retrouver 150 monstres. Il y a des types de monstres différents, il y a même un système d'évolution. À l'intérieur du jeu, il y a un outil que le personnage principal peut utiliser, un objet qui nous a marqué, le Pokédex, qui est l'encyclopédie de ces monstres, une encyclopédie qu'il faut bien évidemment compléter. Et puis à une époque où le manga est désormais bien ancré au Japon, on ressent dans l'histoire du jeu un esprit très shonen, avec la volonté de gagner d'un personnage principal, des ligues à terminer, de grands méchants, un rival qui, pour l'anecdote, porte le nom de Satoshi ou bien de Shigeru, en référence à Miyamoto. Bref, dans Pocket Monster rouge et vert, il y a tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, il manque une seule chose, le contexte,
qui n'est pas le bon du tout. C'était pas du tout le moment de sortir ce jeu. Années 90, le jeu vidéo évolue très vite. Il y a déjà des jeux comme Street Fighter qui existent et on est tous d'accord pour se dire que c'est déjà bien plus joli que Pocket Monster, qui est en noir et blanc et en pixels. En termes de console, il y a déjà la PlayStation, la Saturn et donc évidemment la Game Boy est délaissée. La première semaine, Pocket Monster se vend à plus de 100 000 exemplaires, ce qui est pas mal, mais la semaine d'après, le jeu se vend à environ 10 000 exemplaires. Là, on peut considérer que c'est un échec. Mais bon, même si c'est un échec, les joueurs et les joueuses qui ont acheté Pocket Monster se régalent, puisqu'ils découvrent à l'intérieur du jeu des secrets et des easter eggs. Par exemple, certains joueurs s'échangent des monstres via le câble Link, comme c'était prévu, mais ils le font car certains monstres échangés, comme par exemple celui-ci, du nom de Spectrum, ça les faisait évoluer au moment de l'échange. Et d'une Game Boy à l'autre, le Spectrum est devenu un ectoplasma. Le fait qu'il y ait ce genre de mécanisme montre que le jeu cache bien des secrets. Et alors que Pocket Monster arrive en fin de vie, il y a une rumeur autour du jeu qui s'ébruite dans les salles d'arcade. Il y aurait, apparemment, un monstre caché, un monstre secret du nom de Mew. Le truc, c'est que les gens ne savent pas si Mew existe, et s'il existe, ils savent même pas comment on l'obtient. Et donc les joueurs et les joueuses de Pocket Monster qui ont terminé le jeu à 100%, qui ont obtenu les 150 monstres, n'ont en réalité pas terminé le jeu. La rumeur passe donc par les salles d'arcade, par les cours de récréation, et finit par arriver aux oreilles d'un magazine pour enfants, le CoroCoro Comic. C'est un magazine qui surfe sur les tendances chez les petits, et c'est donc la référence des cours de récréation. C'est eux par exemple qui vont publier le manga Doraemon, qui est un manga extrêmement connu au Japon. CoroCoro décide donc de surfer sur cette rumeur, et vont publier un numéro dans lequel un concours sera organisé, et les gagnants obtiendront la possibilité d'avoir Mew, le monstre caché. Le numéro de ce magazine est beaucoup lu. En réalité, ce jour-là, le magazine CoroCoro cartonne plus que prévu, et bien sûr, le magazine décide d'aller encore plus loin. CoroCoro Comic en profite pour récupérer les droits sur la licence Pocket Monster pour en faire un manga publié dans leur magazine. En tant qu'auteur, ils vont missionner un journaliste qui va scénariser le manga Pocket Monster, et le truc c'est que ce journaliste, il est fan de kaiju. Les kaiju, ce sont ces monstres-là, des monstres géants. Le plus célèbre à ce jour, c'est Godzilla. En 1997, nous avons donc le premier produit dérivé du jeu vidéo Pocket Monster, et ce sera le manga, qui racontera donc principalement des combats de gros monstres. C'est d'ailleurs un truc un peu violent, mais les enfants adorent. C'est un manga qui se vend peu, mais qui ne s'effondre pas au fur et à mesure des semaines, ce qui prouve que le manga fonctionne. Et cette œuvre va devenir un élément important pour la suite de Pocket Monster. En réalité, elle va servir de fondation pour le succès de la licence, puisque comme tout manga qui fonctionne, le public réclame un animé. L'éditeur de CoroCoro Comic, qui est une immense maison d'édition, possède aussi une boîte de production, qui va donc adapter le manga en animé. Le 1er avril 1997 au Japon, aura lieu la diffusion du premier épisode de l'animé Pocket Monster. Entre-temps, un autre éditeur a eu la même idée que CoroCoro, sauf que lui ne produit pas que des magazines ou des mangas. Cet éditeur, c'est Media Factory, qui a donc récupéré les droits de Pocket Monster et qui va donc non pas produire un manga, mais un jeu de cartes à collectionner. Les cartes de ces 151 monstres avec des versions normales, des cartes brillantes, des cartes qui sont plus ou moins rares. Et comme pour Dragon Quest, raccourci en DragQuest, les enfants vont faire de même pour Pocket Monster. Le nom du jeu et celui du manga deviendra Pokémon. Enfin, les Japonais continueront d'utiliser Pocket Monster, et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui, mais les joueurs et les joueuses réduisent ça à Pokémon, une licence portée par une équipe solide. Au-delà des éditeurs de mangas et des cartes à jouer, nous avons 3 piliers dans Pokémon. Il y a Game Freak, le studio du jeu, qui détient donc un tiers des droits de Pokémon. On a aussi Tsunekazu Ishihara, celui qui a permis de financer la conceptualisation de Pokémon et qui a donc récupéré un tiers des droits de la marque, qui va donc fonder une boîte, Creatures, qui va principalement servir à gérer les droits de Pokémon, sur les jouets, peluches, etc. Et enfin, le troisième et dernier pilier de la licence Pokémon, ce sera donc l'éditeur du jeu vidéo, Nintendo, qui va aussi détenir un tiers de Pokémon. Alors bien sûr, je vais pas rentrer dans les détails, c'est bien plus complexe que ça, mais au moins vous avez un petit aperçu. Conclusion, Pocket Monster, Pokémon est désormais un jeu vidéo, un manga, un animé et des cartes à jouer. Que la fête commence. Déjà, au Japon, les Japonais et Japonaises vont se prendre une publicité massive. Des publicités classiques qui passent à la télévision. Il y a aussi le manga qui appuie l'univers et qui apporte une vraie histoire. Il y a donc aussi l'animé qui passe à la télé. Il y a même un film au cinéma en juillet 98 qui va sortir au Japon et qui va cartonner au box-office. Les cartes à jouer sont en rupture de stock. Le fameux monstre caché, Mew, qui s'avère ne pas être une simple rumeur. Mew existe vraiment. En effet, il s'agissait du dernier Pokémon que Satoshi a ajouté à la cartouche au dernier moment. Avec tout cela, les ventes des jeux Pocket Monster rouge et vert remontent en flèche. Et il va même se dérouler un phénomène qui n'avait jamais été observé dans le monde du jeu vidéo. La console qui permettait de jouer à Pocket Monster rouge et vert, la Game Boy, qui était donc en fin de vie, eh bien elle se vend mieux que jamais
bien mieux qu'à son lancement. Pokémon a relancé les ventes de la Game Boy. Le Japon est conquis, il est temps maintenant pour toute l'équipe de Pokémon de conquérir les États-Unis et l'Europe. Équipe qui, pendant la conception du jeu, s'est bien entendu agrandie. Ici à droite, on peut reconnaître Atsuko Nishida, qui travaille donc avec Ken Sugimori, qui lui s'occupe de designer les gros Pokémon, tandis qu'elle s'occupe de designer les plus petits. Donc par exemple les 3 starters, Salamèche, Carapuce et Bulbizarre, et bien entendu Pikachu. La bosse. Bref, autour de cette table, il n'y a que des cracks qui s'apprêtent à envahir 2 continents. Pour cela, ils vont travailler sur une amélioration du jeu, corriger quelques bugs, ajouter quelques éléments. Ils vont donc commencer à travailler sur Pokémon Bleu, mais un incident va se produire et va ralentir considérablement l'élan de Pokémon. Le 16 décembre 1997, l'épisode 38 de la première saison de l'anime Pokémon passe à la télévision sur la chaîne TV Tokyo. Dans cet épisode, on peut y voir Pikachu, Porygon, bref, des Pokémon. Le souci, des flashs de couleur bleue et rouge se sont succédés beaucoup trop rapidement et des centaines d'enfants au Japon qui se trouvaient à ce moment-là devant leur télé ont fait une crise d'épilepsie. Il y a eu des centaines d'hospitalisations au Japon, plusieurs milliers d'enfants ont été affectés. Évidemment, cet incident a fait beaucoup de bruit au sein du pays, mais aussi à l'extérieur des frontières. Par exemple, en France, aux informations, c'était la première fois qu'on entendait parler de Pokémon. Donc ouais, niveau marketing, c'est pas ouf. La série est donc mise en pause, le développement du jeu vidéo aussi, et Nintendo prend le sujet très au sérieux après l'incident qui venait de se dérouler. Est-ce qu'il y aura une suite à Pokémon? Mais le truc, c'est que l'effet Pokémon était déjà lancé. Pokémon avait des fans, les fans réclament donc le retour de Pokémon, et puis c'est normal, ça faisait partie de la stratégie. Puisque dans la série, et même dans le jeu, des Pokémon avaient été teasés. Alors tout le monde veut connaître la suite de Pokémon, tout le monde veut Pokémon 2. Le truc, c'est que le jeu Pokémon 2 qui avait été présenté au salon Nintendo en 97, il est pas très apprécié par l'équipe de Game Freak. Satoshi Tajiri et toute son équipe trouvent que Pokémon 2, c'est de la merde. Et puis ils ont déjà relancé la Game Boy une première fois, mais face à la nouvelle Game Boy Color qui vient de sortir, là ça va être un petit peu plus compliqué. Game Freak décide de tout reprendre à zéro. Pendant plusieurs mois, ils vont se concentrer sur la version du jeu qui va leur permettre de s'exporter en Europe et aux États-Unis, Pokémon Rouge et Bleu. Et en 1998, à l'E3, le plus grand salon du jeu vidéo au monde, c'est annoncé, Pokémon débarque aux États-Unis et en Europe. Alors, en Europe et aux États-Unis, on n'a jamais connu le nom de Pocket Monster, tout simplement pour éviter toute confusion avec Monster in My Pocket, qui était une licence de jouets déjà bien implantée aux États-Unis. Et donc Nintendo, lorsqu'ils arrivent sur le territoire américain, ils décident d'utiliser le diminutif que les enfants japonais utilisent déjà dans tout le Japon. En 98-99, la stratégie de Pokémon, elle a tout petit peu agressive. L'idée, c'est de débarquer avec tout l'univers en même temps. L'animé, le nouveau jeu vidéo Pokémon Rouge et Bleu, et puis aussi Pokémon Jaune qui débarque juste après, avec comme Pokémon de départ Pikachu, qui va très vite devenir célèbre grâce à l'animé. Tout est trop bien pensé, c'est fou. Au même moment, aux États-Unis et en Europe, il y aura aussi la sortie du manga et des cartes à jouer, qui seront prises en charge aux États-Unis par Wizard of the Coast, la société derrière les cartes Magic. L'animé est adapté, il y a un nouveau générique. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Certains épisodes ont été censurés. Pour plaire aux Américains, les onigiri ont été transformés en sandwich. Des trucs comme ça, il y en a d'autres. Les noms des Pokémon ont été adaptés. Et de cette manière, Pokémon va inonder l'Europe et les États-Unis. En France aussi, donc tout est arrivé en même temps, avec une force de frappe marketing colossale. L'animé a même été diffusé sur TF1. Mais le truc, c'est qu'en France, on connaissait déjà un petit peu Dragon Ball Z, Goldorak et d'autres animés qui étaient diffusés à la télé, notamment pendant l'émission du Club Dorothée. Et le truc, c'est que certains Français aigris en avaient marre des trucs japonais là. Les Français et les Françaises, ils considéraient ça comme du vol. Pour eux, Pokémon venait voler l'argent des Français. C'était à leurs yeux une menace. Mais tout ça, c'était la vieille opinion des adultes. Pokémon, c'est une explosion immédiate auprès des enfants. Et c'est grâce à eux qu'en France, en Europe ou aux États-Unis, on entre dans une Pokémania. Comme au Japon, c'est dans les cours de récréation que tout se passe. En plus de ça, chaque Pokémon a été traduit en français et a plutôt été traduit correctement. On a des noms, franchement, ils sont cool. Et puis même si la plupart des Français et Françaises avaient une certaine aigreur envers la culture japonaise, la stratégie de Nintendo à cette époque, c'était de ne surtout pas se présenter en tant que japonais. Et ouais, ça a plutôt fonctionné. Lorsque l'anime est arrivé en France, la majorité des gens croyaient seulement voir un dessin animé de plus. À sa sortie, Pokémon n'était pas considéré comme un animé japonais. Et même encore aujourd'hui, c'est un petit peu le cas. On est d'accord que l'animé Pokémon, il est un petit peu à part. Le phénomène comme quoi les cartes de Pokémon se font rares, c'est pas quelque chose qui est arrivé crescendo, non, c'est arrivé depuis le début. À la rentrée 1999, il y avait déjà plus de cartes, il y avait déjà plus de boosters. Tout se vendait extrêmement vite. Pendant cette Pokémania, Pokémon est devenu un véritable phénomène culturel. Il y avait des parodies à la télé, le Time, qui aimait pas trop ça, a rédigé des articles qui allumaient Satoshi Tajiri, et pour l'anecdote, en vrai, sur plusieurs générations, on a tous vécu ce moment à l'école où les cartes de Pokémon ont été interdites dans les cours de récré. Et bien sachez que ce problème, c'était un problème
problème universel. Ça n'est pas arrivé qu'en France, c'est arrivé dans tous les pays d'Europe et aussi en Amérique. Bon après il y a eu d'autres soucis avec Pokémon, des religieux qui voyaient en Pokémon un délire sataniste. Pour eux c'était un truc qui mettait trop à l'avant l'évolution de Darwin, etc. Alors tout ça pour la marque Pokémon, aujourd'hui, ça ne paraît rien, mais à l'époque, ça pèse énormément sur la licence. En plus de tout ça, les gens se sont mangés beaucoup de Pokémon d'un coup et en très peu de temps. Depuis Pokémon jaune, il y a eu Pokémon Snap, Pokémon Stadium en 3D, Puzzle League, Hey You Pikachu, un jeu de Game Boy Color du jeu de cartes, toute une saison d'animé, plusieurs chapitres de manga, et le souci, c'est que ça tourne toujours autour des mêmes 151 Pokémon. Et là, ça devient redondant. Les fans en veulent plus. Et ils veulent la suite surtout. La suite de l'animé. L'animé qui nous a teasé, dès le premier épisode, un Pokémon d'une éventuelle prochaine génération. Tout le monde s'en souvient de ce ho-ho. En 1999, au Japon, c'est la sortie d'un nouveau Pokémon. Pokémon Or et Argent, qui sortira aux États-Unis en 2000 et en 2001 en Europe. À sa sortie, ce jeu vidéo réalise le meilleur démarrage de tous les temps. Satoshi Tajiri et toute son équipe de chez Game Freak ont mis la barre très haute. Pokémon Or et Argent se renouvelle avec beaucoup de nouveautés, c'est un jeu super innovant. Maintenant il y a des Pokémon shiny, des Pokémon d'une couleur différente, plutôt rares à capturer. Un cycle jour et nuit a été mis en place, qui offre maintenant un certain réalisme. Il n'y a plus de routine, tout est nouveau. Il y a des Pokémon qui apparaissent la nuit, des Pokémon qui apparaissent le jour, de nouvelles Pokéballs, de nouveaux types, de nouvelles attaques, et bien évidemment de nouveaux Pokémon. Au Japon c'est donc un carton. En France, pendant la période de lancement, on a eu le droit à une petite surprise, et je vous l'avoue, j'ai appris pendant que je faisais cette vidéo, mais à la télé, pendant le lancement du jeu Pokémon Or et Argent, on avait le droit à une promo de Alain Chabat. En tout cas, avec la sortie du jeu Pokémon Or et Argent, le concept fort de Pokémon est établi. À chaque jeu, une nouvelle génération de Pokémon, que l'on retrouvera dans le manga, dans l'animé et dans les cartes à jouer. Ce jeu-là a donc permis de relancer la licence. Pokémon est devenu un véritable objet culturel. À elle toute seule, la licence a même relancé des boutiques qui vendaient des mangas, et a donc permis de relancer les mangas, en tout cas en France, après le petit succès de Dragon Ball Z. Mais surtout, ce qui est intéressant avec Pokémon Or et Argent, c'est qu'il s'agit là du dernier jeu Pokémon. Ça y est, c'est fini. Nintendo, Creatures, Game Freak, après ce jeu, vont décider de s'arrêter là. Mais Junichi Masuda, vous savez, le compositeur des sons et des musiques de Pokémon, bah il se dit quand même, ce serait cool d'adapter Pokémon à la nouvelle console qui vient de sortir, la Game Boy Advance. Et il se trouve que Junichi Masuda, qui est chez Game Freak depuis le tout début, et ben cette fois il a pas juste envie de créer la musique ou de co-réaliser le jeu avec Satoshi. Non, il veut et il va tout seul réaliser le prochain jeu Pokémon, et ce sera Pokémon Ruby et Saphir. Mais par contre, cette fois, pour toute l'équipe du studio et pour Satoshi Tajiri lui-même, ce sera le dernier jeu Pokémon. Pour lui, ça y est, c'est la fin de cette magnifique aventure, et donc il n'y a pas le choix, il faut mettre le paquet. Là mon pote, l'idée c'est qu'avec ce jeu on régale les gens sur plusieurs générations, pendant 20 ans. Ruby Saphir sort dans le monde entier, et c'est un carton sur une console qui était un carton et qui restera pour beaucoup un moment très important dans leur vie. Peut-être que j'abuse un peu, mais vas-y, là je suis un petit peu nostalgique. J'ai vécu comme beaucoup des moments forts, notamment sur Game Boy Advance SP, et je prenais ça très au sérieux, il n'y avait pas d'action replay. Ouais, là c'est Jeep là. On reprend la vidéo. Ruby et Saphir, c'est la preuve que Pokémon ne mourra jamais, qu'il y aura toujours des Pokémon à inventer et des jeux à créer. Entre Pokémon Or et Argent, il y aura eu Pokémon Crystal, et après Pokémon Ruby et Saphir, on aura eu Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille, Pokémon Émeraude qui est à mon sens le meilleur, Diamant et Perle, une réédition de Or et Argent, version noire et blanche, version noire et blanche 2, X et Y, une réédition de Ruby et Saphir. Il y a eu des dizaines et des dizaines de jeux annexes, et au bout de 20 ans, comme la plupart des licences, Pokémon se fait vieux. Les chiffres des jeux ne sont plus très bons. Voilà, ça fait 20 ans que le jeu existe, et pour fêter les 20 ans, un jeu annexe est en développement chez un autre studio que Game Freak. Le studio du jeu, c'est Niantic, et le jeu en question, c'est Pokémon Go. Et alors ce qui devait être un simple jeu annexe est devenu l'un des plus grands succès de la licence Pokémon. C'est un jeu qui a rassemblé plus de 200 millions de joueurs, des jeunes, des plus vieux, des adultes, vraiment tout le monde. Bon alors comme tous les jeux Pokémon, à sa sortie ça a été énormément critiqué, mais Pokémon Go a su se renouveler et a même explosé à un moment qui était plutôt étrange. Pokémon Go, le jeu où il faut se balader dans la vraie vie pour pouvoir rencontrer, capturer et collectionner des Pokémon, et ben vous savez quoi, il a explosé pendant le confinement. À cette période, c'est aussi une réexplosion des cartes à jouer Pokémon. Pas mal de célébrités annoncent comme quoi ils collectionnent les cartes Pokémon. Ils dévoilent aussi leur amour pour la licence. Et en live, en vidéo, sur Insta, sur Twitter, ils ouvrent des cartes. Bon alors bien sûr, nombreux et nombreuses étaient celles et ceux qui spéculaient autour des cartes, ce qui a permis aux cartes les plus vieilles, les toutes premières cartes de la première génération, à grimper en valeur et à atteindre des sommes astronomiques. Après
Pokémon Go, on a eu Pokémon Soleil et Lune, avec une sorte de réédition, Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Ensuite, on a eu Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, puis Épée et Bouclier, Diamant étincelant et Perle scintillante, Légende Pokémon Arceus, qui est cette fois un monde ouvert. Dans ce Pokémon-là, vous pouvez vous balader un petit peu n'importe où. Et plus récemment, au moment où je tourne cette vidéo, Pokémon Écarlate et Violet. Aujourd'hui, Pokémon est devenu la licence numéro 1. C'est la licence la plus puissante du monde et c'est celle qui a rapporté le plus d'argent de tous les temps. Bon, aujourd'hui, il y a bien plus que 151 Pokémon. En réalité, la licence vient de dépasser les 1000 monstres. Je continue d'être fou amoureux de la première génération. Je continue d'être surpris en découvrant les nouvelles. Pokémon continue d'exister à travers le jeu vidéo, à travers les cartes, mais aussi à travers l'animé. D'ailleurs, vous êtes déjà sûrement au courant des objectifs atteints dans l'animé Pokémon. Pokémon, c'est plusieurs films d'animation. C'est aussi un film live action avec Détective Pikachu. Même si vous ne connaissez absolument rien à Pokémon, vous devez au moins connaître ce personnage qui fait partie des personnages les plus connus de tous les temps. Aujourd'hui, la licence Pokémon est devenue plus importante que Star Wars, plus importante que Marvel. Et ce qui est hyper important, c'est que c'est une licence qui porte la culture japonaise. Aujourd'hui, avec les mangas et les animés, il y en a plusieurs, mais elles ont su nous atteindre probablement grâce à Pokémon. Ça a été un véritable pont entre la culture japonaise et la culture européenne, américaine, occidentale. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on a là un enfant qui a su nous partager sa passion. Une passion qui, à première vue, ne peut pas plaire à tout le monde. Enfin, la collection d'insectes, c'est assez spécial. Et finalement, il a su transmettre cette passion à des millions de gens. Comme quoi parfois ce que vous aimez faire, ce qui est là sous vos yeux, ce qui vous semble évident, c'est sûrement ce qui saura vous guider au sommet, vers votre réussite. Bon, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, le petit pouce en l'air, activer la cloche, on peut discuter dans les commentaires et sinon on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao.